l'extérieur, comment peut-on distinguer un vrai travail en profondeur sur la culture d'entreprise, sur ses valeurs, sur sa raison d'être, d'un travail cosmétique? Déjà, je pense qu'il faut scruter d'assez près les objectifs qui ont été fixés et qui doivent être autant qualitatifs que quantitatifs. Parce que l'entreprise qui suit une logique financière et comptable, elle va se mettre en mouvement si elle a des objectifs quanti qui permettent de passer des étapes. Et en tout cas, moi, dans mon rôle chez Roland Berger, lorsque j'interviens sur des stratégies de développement durable, je réalise à quel point il est important de fixer des objectifs quantitatifs, que ce soit sur le E, l'environnement, le S, le social, ou le G, la gouvernance. Ensuite, il vaut mieux moins communiquer et faire plus, et communiquer lorsque on est mûr et on a vraiment des choses qui ont été mises en œuvre à présenter. C'est comme dans la politique, vous voyez, je pense qu'il vaut, plutôt que de faire des effets de manche et des effets d'annonce, il vaut mieux d'abord agir et ensuite être redevable. Et puis consacrer beaucoup d'importance au retour des collaborateurs en interne. Pourquoi? Parce qu'ils sont clés dans la réussite des transformations qui sont engagées, et que s'ils ne sont pas impliqués à chaque étape, eh bien, il y a un risque de vivre une dichotomie entre les annonces qui sont faites par la direction, par le siège, et la réalité du travail sur le terrain, qui est très dommageable. Donc, en fait, il faut à tout prix être en cohérence constante. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la crise sanitaire, beaucoup de dirigeants de grandes entreprises disent « j'ai jamais autant communiqué en interne ». Karine? Oui, moi je suis d'accord avec Axel. Il y a une phrase que j'aime bien, on parle beaucoup des entreprises à mission, qui est société à mission ne veut pas dire mission accomplie. Et je pense qu'en effet, il ne faut pas se limiter quelque part à l'affichage, il faut voir ce qu'il y a derrière. Nous, chez Veolia, ce qu'on aime bien, ça ressemble à ce que disait Axel, c'est une stratégie. Parce que si on veut embarquer le corps social dans l'entreprise, il faut qu'il y ait une stratégie claire, que ça fasse partie quelque part des non négociables. Après, il faut des plans d'action concrets. Donc ça, je vous parlais tout à l'heure des réseaux de chaleur chez Veolia. On a toute une série de plans d'action. Et surtout, nous, on insiste sur le monitoring. Il faut que ces plans d'action soient avec des objectifs année après année et qu'on voit s'ils avancent ou pas. Il faut qu'ils soient audités par des gens extérieurs, parce que c'est trop facile d'être jugé parti. Donc, il faut qu'on publie des objectifs, des indicateurs, qui soient audités par des gens extérieurs. Et je suis tout à fait d'accord avec Axel, et je pense qu'on est une des premières entreprises à le faire. Il faut que c'est des conséquences pour les gens. Et la première conséquence dans le privé, c'est généralement son bonus. Donc, chez Veolia, c'est la première année où, pour un certain nombre de cadres dirigeants, donc pour l'instant, on est sur les 500 premiers dirigeants du groupe, on va avoir un bonus qui n'est plus sur des critères financiers, c'est-à-dire chiffre d'affaires, EBITDA, free cash flow, mais sur les indicateurs de performance plurielle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire 18 indicateurs sur nos 5 axes. Par exemple, en matière d'environnement, c'est la biodiversité, l'émission de gaz à effet de serre. Sur les sujets sociaux, c'est la formation professionnelle, le taux de mixité. On a l'empreinte territoriale. Donc, désormais, on va avoir des bonus qui sont fixés en fonction de ces indicateurs. Et ça, c'est une vraie révolution, j'allais dire. Donc, sur ces indicateurs de performance, moi, j'ai vu, par exemple, lorsque dans le bonus, il y a le taux de recrutement des femmes, mais d'une année à l'autre, ça change tout. Et donc, l'argument selon lequel il n'y en avait pas assez sur le marché du travail, on ne les trouvait pas, elles n'étaient pas compétentes à niveau égal, etc., pouf, évaporé. Exactement. Et c'est là où je pense qu'en effet, les agences de notation extra-financière nous font un grand bien aussi, parce que toutes les entreprises cotées ont envie d'avoir une bonne notation ESG, ce qui se comprend. Et c'est vrai qu'elles nous demandent toute une série de choses. Je pensais de manière incidente, par exemple, si on veut marquer des points en termes de notation extra-financière, il faut publier ses prises de position en termes de lobbying, tout ce qu'on propose auprès de Bruxelles, etc., ce qui est plutôt sain. Et en effet, ça amène à une plus grande transparence. Les entreprises, maintenant, publient leur position paper, etc. Donc, cette transparence, je trouve, est vraiment saine et vient en effet souvent de cette notation et de ce regard extérieur. Donc, c'est le regard extérieur qui apporte de la transparence et qui fait que le système devient de plus en plus vertueux. Même si je suis un peu critique vis-à-vis des agences de notation extra-financière, parce que je trouve qu'il y a trop d'opacité, justement. Et que finalement, ce sont elles qui décident de la priorisation des critères et que ça varie de l'une à l'autre. Ce qui fait que les équipes de développement durable se retrouvent à devoir répondre à des demandes et à sortir des chiffres
avec un risque de perte de sens, avec un risque de fragmentation de l'information. Et c'est aussi pour ça que j'appelle à un peu plus de transparence et d'harmonisation des critères de l'ESG, parce que sinon ça devient business en soi et on perd de vue l'objectif d'intérêt général. Moi, de l'harmonisation, ça ne me choque pas. Ça fait plus de travail pour les équipes développement durable parce qu'en effet, ils ont des questionnaires assez différents auxquels il faut qu'ils répondent. Donc, il y a un moment, c'est une forme de masse de reporting. Mais ça me semble sain qu'ils aient tous des tropismes un peu différents, que certains axent plus sur certains sujets que d'autres. Quelque part, ça permet d'avoir cette vision un peu large des différents critères de performance, nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qui est important ou pas. Donc voilà, ça fait plus de charge de travail, ça clairement, et en interne, ça râle. Mais je trouve ça assez sain aussi qu'ils aient des méthodologies d'évaluation un peu différentes les uns des autres. Mais voilà. Et juste pour conclure sur ce sujet, quid des labels? Est-ce que vous avez un avis particulier sur B Corp, Positive Workplace, label Lucie? Alors oui, dans la mesure où on voit que les labels, on le vend en poupe, et B Corp, qui existe depuis longtemps aux États-Unis, est arrivé en France il y a quelques années et rencontre de plus en plus de succès. Ce que j'aime bien dans ce label, c'est le fait c'est ce que j'expliquais, on s'inscrit dans un chemin de progrès. Donc, on accumule des points au fur et à mesure qu'on avance. Maintenant, c'est un modèle privé et puis c'est un modèle importé. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on ait un B Corp européen. Une fois qu'on a dit ça, un label, c'est mieux que rien. Il y en a énormément. Et donc attention aussi à ne pas s'y perdre et attention à continuer à reconnaître les labels issus de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, à leur juste valeur. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ces débats qui existent autour de la valeur réelle des labels et pour autant sont des marqueurs. Et je pense que surtout quand ils sont par secteur et qui sont très pointus, qui correspondent à une réalité en particulier industrielle, ils jouent un rôle important, mais pas exclusif du tout. Exactement, moi je suis d'accord avec Axel, il faut bien les utiliser sur certains points. Nous, par exemple, c'est utile sur les achats. Il y a vraiment beaucoup de volume et de masse où on aurait du mal à serrer chez Veolia parfois dans nos achats qui est responsable ou pas responsable. On fait 27 milliards de chiffre d'affaires, on a 10 milliards d'achats parce qu'évidemment, on est très consommateur de pompes à chaleur, de tuyaux, de canalisation. C'est utile d'avoir des labels, ça nous aide à orienter nos achats vers les gens qui sont labellisés. Avec évidemment, il y a toujours des biais dans les labels, etc. Mais c'est quand même, c'est ce que disait Axel, c'est mieux que rien. Donc je pense qu'il faut utiliser les labels à bon escient. Il faut avoir conscience de la manière dont ils sont construits, de la manière dont on peut les utiliser sur certaines chaînes de valeur, certains process de production. Pas forcément sur tout, mais voilà, les utiliser à bon escient. Et je pense qu'en effet, c'est mieux que rien. Tout ce qui est en matière de transformation écologique, c'est quand même une politique des petits pas, malgré tout, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas tant de choses que ça. Et donc, les labels, c'est une manière aussi de commencer un petit peu à voir quelles sont les meilleures pratiques. Donc, c'est utile, mais à condition de, voilà, de bien les comprendre face au foisonnement de labels, de bien savoir pour chaque label ce qu'il représente, quels sont ses éventuels biais et comment on peut l'utiliser de manière intelligente au sein d'une entreprise.